comité d'organisation des journées afro-européennes de cardiologie pratique. Et nous sommes dans une session de cardio-oncologie qui a pour thème « Que faire en pratique ?» Et la cardio-oncologie est une entité qui est nouvelle, qui est très intéressante, qui est nécessaire pour notre activité quotidienne dans nos services où on voit de façon quotidienne les patients qui ont des cancers, qui ont des conséquences de la chimiothérapie. Et c'est une prise en charge qui est très, très particulière. Et donc, nous avons aujourd'hui parmi nous des spécialistes en oncologie, en pneumologie, en cardiologie, et nous allons discuter ensemble de ce thème. Et pour commencer, nous allons donc entendre notre ami le professeur Wefé Ferri, chef de service de cardiologie à l'hôpital militaire de Tunis, qui a une grande expérience dans la cardio-oncologie et qui va nous parler de l'intérêt de la cardio-oncologie dans la prise en charge de la cardiotoxicité sous chimiothérapie. Quel message à retenir? Chers collègues, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Abdallah Mahdaoui ainsi que tous les membres du comité d'organisation de nous avoir donné l'opportunité, de nous avoir sollicité et de nous avoir donné l'opportunité de parler d'un thème assez intéressant qui est la cardio-oncologie. Je vais introduire cette session en parlant globalement de l'intérêt de cette nouvelle, si j'ose dire, nouvelle discipline qui est la cardio-oncologie et de passer quelques messages à retenir. Alors, il faut savoir que malheureusement, le cancer est une pathologie qui reste de plus en plus fréquente de par le monde et notamment dans notre pays, en Tunisie, et que heureusement que le pronostic de cette maladie cancéreuse est de plus en plus meilleur grâce aux grands progrès thérapeutiques, notamment l'avènement de nouvelles molécules, notamment la thérapie ciblée, l'immunothérapie, etc. Mais le revers de la médaille, c'est que la toxicité, il y a de plus en plus d'effets indésirables et la toxicité, la fréquence de la toxicité, elle est en train d'augmenter. Il faut savoir aussi que les maladies cardiovasculaires et le cancer présentent diverses similitudes et des interactions possibles. Il y a plusieurs facteurs de risque en commun. Donc là, sur un papier, on retrouve que les comorbidités cardiovasculaires chez les patients en cardio-oncologie sont très fréquentes, en particulier l'hypertension artérielle, la dyslipidémie en première position, vient par la suite le diabète et les autres facteurs de risque. Alors, juste, j'ai trouvé un papier qui assez intéressant qui est publié en 2014, mais qui m'a semblé intéressant, publié par Wank, qui appuie le fait qu'il y a une meilleure survie en l'absence d'événements cardiovasculaires. En fait, c'est une étude publiée qui a compris à peu près 600 femmes atteintes de cancer de sein. Et le résultat, c'est que il y a... Excusez-moi. Il n'y a pas de... Ah, voilà. Le pointeur, il n'y a pas de pointeur. Ah, d'accord. Okay. Bon, ça marche pas. Bon, voilà. Il y a un petit décalage. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a deux courbes. La courbe en bleu,
la courbe en bleu qui montre les patientes qui ont reçu un traitement oncologique, mais qui n'ont pas terminé le traitement oncologique. Ces patientes-là voilà, c'est cette courbe-là, elles ont une meilleure survie. Elles ont arrêté le traitement oncologique pour une raison X et elles ont une meilleure survie parce qu'il n'y a pas eu d'événement cardiovasculaire. Alors que la courbe en pointillé rouge, qui est en bas, ce sont des patientes qui ont terminé leur traitement oncologique, mais malheureusement, il y a eu des événements cardiovasculaires et vous voyez que la survie est nettement médiocre. Alors, il est fondamental et primordial de connaître la toxicité cardiovasculaire de ces molécules. En fait, le type, l'incidence et la sévérité dépendent du type de substance, des modalités thérapeutiques, de la dose, de l'âge du patient et de l'association avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou une pathologie cardiaque sous-jacente. Cette toxicité cardiovasculaire, elle peut être à type d'hypertension artérielle, d'hypertension artérielle pulmonaire, ça peut être d'ordre de thrombose artérielle, thrombose veineuse, ou bien une toxicité cardiaque, dont la plus fréquente et la plus grave étant l'atteinte myocardique. C'est une atteinte des cardiomyocytes et la molécule la plus souvent incriminée étant les anthracyclines. Vient après, bien sûr, les alkylants et la thérapie ciblée. Autre complication, autre atteinte cardiaque, on peut assister à une ischémie myocardique par un phénomène de vasospasme. On peut avoir des troubles du rythme, on peut avoir des troubles de la conduction et éventuellement une atteinte péricardique. Mais l'atteinte la plus grave, c'est l'atteinte myocardique. Il faut savoir aussi que ce n'est pas n'importe qui peut avoir une atteinte, une cardiotoxicité. Donc, il y a un phénotype, hormis le traitement oncologique, hormis l'existence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire ou d'une atteinte cardiaque sous-jacente, il y a un facteur génétique qui est important pour dire que telle personne va faire des complications, une cardiotoxicité ou non. Bon. Ça bloque. Ah. Voilà. Alors, pourquoi la cardio-oncologie? La cardio-oncologie est très importante parce qu'elle va prédire, elle va prévenir, elle va détecter, elle va prendre en charge les maladies cardiovasculaires engendrées ou associées aux thérapies anticancéreuses sans compromettre leur efficacité. Alors, il est essentiel de faire un bilan pré-thérapeutique avant de démarrer ce traitement oncologique. Ce bilan pré-thérapeutique, qu'est-ce qu'il va comprendre? Un interrogatoire minutieux pour rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire, pour voir s'il y a une atteinte cardiaque sous-jacente, pour voir s'il y a une histoire de cancer dans les antécédents d'un cancer traité. Il faut bien évidemment faire un examen clinique pour maîtriser et essayer de maîtriser ces facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut faire un électrocardiogramme. Pourquoi un électrocardiogramme? Il faut faire un électrocardiogramme de référence pour pouvoir le comparer ultérieurement aux autres électrocardiogrammes qui vont être réalisés après ou au cours du traitement oncologique. Enfin, on insiste particulièrement sur l'examen échocardiographique. Cet examen échographique est capital. Il faut faire un examen de référence et cet examen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, d'une part, évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche au mode bidimensionnel selon la méthode Simpson-Biblanc. Et là, j'insiste et je pense que mes chers collègues
vont appuyer leur présentation et vont insister sur cet examen capital. Donc, j'insiste pour dire que la fraction d'éjection doit être réalisée en mode biplan Simpson. Idéalement, si on peut faire une fraction d'éjection en mode tridimensionnel, et puis faire l'étude de la déformation myocardique avec analyse du strain longitudinal global. Bien sûr, cet examen va être un examen de référence et qu'il faudrait le comparer ultérieurement avec les autres examens. Idéalement, il faut que cet examen soit réalisé par le même opérateur. Et j'insiste particulièrement pour le strain d'étude de déformation myocardique, il faut que ce soit le même algorithme, le même logiciel d'analyse. Alors, donc, comme je viens de le dire, les outils, c'est un examen clinique, un électrocardiogramme, une échographie et la biologie pour évaluer, pour doser les biomarqueurs. Alors, quel est l'intérêt de ce bilan préthérapeutique? C'est faire une stratification de risque de cardiotoxicité pour faire une prévention primaire et par la suite, faire établir une stratégie de dépistage qui va être personnalisée et adaptée à chaque patient. Alors, la cardioprotection, donc, qui va entraîner une cardiodétection. Et alors, schématiquement, dans une population qui va prendre le traitement oncologique, il y a trois situations. Il y a les patients à haut risque de cardiotoxicité, ceux-là vont bénéficier d'une prévention primaire. Il y a les patients qui sous traitement révèlent une cardiotoxicité infraclinique, ceux-là vont bénéficier d'une prévention secondaire. Et enfin, et malheureusement, ce sont les patients qui vont avoir une cardiotoxicité avérée, et ceux-là vont bénéficier d'une prévention tertiaire. Alors, il est capital, avant de démarrer tout traitement oncologique, et là j'insiste, c'est le message que je dois passer, c'est l'estimation du risque de cardiotoxicité. Ce risque de cardiotoxicité va se baser sur deux grands volets. Tout d'abord, deux grands paramètres. Le paramètre qui dépend du traitement, de la molécule ou de type de molécule que le patient va recevoir. Le deuxième volet, c'est le patient lui-même. Le patient lui-même, c'est-à-dire l'âge, le sexe, les facteurs de risque, association ou l'existence d'un seul facteur de risque ou plusieurs facteurs de risque, l'existence d'une cardiopathie sous-jacente. Et là, au terme de ces paramètres, on va pouvoir classer ces patients en trois grands groupes: les patients à faible risque de cardiotoxicité, les patients à risque modéré et les patients à haut risque de cardiotoxicité. Alors, le but de cette évaluation, avant la prise en charge, n'est pas de limiter l'accès à des traitements oncologiques, mais de mieux adapter les traitements en fonction de l'atteinte cardiaque préexistante et de décider d'une stratégie de surveillance et de mise en place à temps d'un éventuel traitement cardioprotecteur pendant et après le traitement. Bien sûr, je ne vais pas insister, il y a beaucoup de scores de risque et de scores qui ont été proposés dans la littérature. Là, c'est le dernier score qui a été proposé par Brown, qui est facilement réalisable, donc qui a été récemment publié en 2021, donc qui propose, en fonction des médicaments proposés et du patient lui-même, va classer les patients en faible risque modéré ou risque élevé, et va codifier la stratégie et la rythmicité de surveillance de ces patients. Autre score, il y a le CardTox score, en dehors des patients qui sont sous anthracycline. Donc, il a une valeur de cutoff super. Quand la valeur est supérieure à 6 points, il y a un risque de toxicité myocardique induite par la chimiothérapie. Bien sûr, le rythme de surveillance dépend toujours
du groupe ou du groupe de risque auquel appartient le patient. Donc, pour résumer, la cardio-oncologie est une discipline très intéressante. Il faut qu'il y ait une collaboration assez étroite et un dialogue assez étroit entre oncologues et cardiologues. Pourquoi? Parce que cette discipline va permettre énormément de choses. Elle va permettre la prévention primaire de la cardiotoxicité, surtout chez les patients à haut risque. Elle va permettre de codifier la rythmicité de la surveillance afin de détecter précocement la cardiotoxicité. Et on souhaite, si on encourage le développement de cette cardio-oncologie, on souhaite que nous, cardiologues, avec les oncologues, faire le diagnostic de la cardiotoxicité à un stade infraclinique. Elle va permettre aussi la prévention secondaire de la cardiotoxicité, exploration exceptionnelle en cas d'invasion cardiaque par la tumeur. Elle va préparer les malades en préopératoire d'une chirurgie, du cancer. Et enfin, elle permet de gérer toutes les toxicités cardiovasculaires. Voilà, bon. Alors, donc, pour finir, donc j'insiste sur cette collaboration étroite et le cardiologue, pour s'intéresser à cette cardio-oncologie, il doit absolument connaître la cardiotoxicité de chaque molécule afin de pouvoir prévenir ces complications, de surveiller, il faut être vigilant, car fait intéressant et fait important, la cardiotoxicité peut se déclarer plusieurs années après la fin de la thérapie. J'insiste en 2 mots pour dire que le traitement cardioprotecteur doit être institué idéalement même à un stade infraclinique. Et enfin, cardiologues et oncologues doivent parler le même langage. Les messages, enfin, à retenir. Alors, pour terminer, donc la cardio-oncologie, c'est une discipline nouvelle née du besoin d'une approche collaborative entre l'oncologue et le cardiologue. Il faut essayer ensemble développer un protocole local, aussi bien dans les structures publiques que dans les structures privées, entre cardiologues et oncologues, afin de minimiser les décisions individuelles au vu d'une simple échographie cardiaque ou d'un simple compte-rendu échographique, en essayant ainsi de prévenir, diagnostiquer précocement et traiter les complications cardiovasculaires dues à ce traitement oncologique. Le rythme de surveillance dépend du niveau du risque du patient. C'est pour ça que j'insiste que la stratification du risque est essentielle avant de démarrer le traitement cardiotoxique. Et je vous remercie. Merci, professeur Ferry, pour cet exposé clair avec un tour d'horizon sur la stratégie de la cardio-oncologie avec la collaboration étroite nécessaire entre les cardiologues et les oncologues. Je ne sais pas si on va discuter au fur et à mesure. Bon, d'accord. Par 2, d'accord. Donc, on va tout de suite appeler notre ami le professeur Habib Adrissa, chef de service de cardiologie à l'hôpital Larabta de Tunis, qui a aussi une grande expérience dans ce domaine et qui va nous parler de la dysfonction myocardique induite par la chimiothérapie. Que faire? Donc, c'est le point de vue du cardiologue. Juste pour tester le marqueur. إذا un effort physique
Ça ne marche pas. Ah, ok. C'est bon. Je veux le tester. Et là. Bon. Donc, je tiens bien sûr à remercier, à féliciter professeur Mahdawi. Ah. Donc, je tiens à remercier le professeur Mahdawi pour son invitation, le féliciter pour sa persévérance et pour avoir donc organisé ce congrès donc en présentiel. Donc, je dois également remercier les différents modérateurs et l'assistance. Donc, on m'a demandé de vous parler, en fait, vous exposer le point de vue du cardiologue quand il s'agit pour le diagnostic, le dépistage, la prévention éventuellement de la cardiotoxicité. Comme l'a bien dit mon ami le professeur Fahri, le cancer, tout comme les maladies cardiovasculaires, constitue un enjeu majeur de santé publique. Les options thérapeutiques anticancéreuses se sont énormément développées et ont amélioré le pronostic de nombreux patients. Mais malheureusement, le prix à payer de cette thérapeutique est celui d'une importante cardiotoxicité. Donc, il va falloir détecter précocement, prévenir éventuellement et traiter au moins à temps. Et cela n'est vraiment possible que par une étroite collaboration entre oncologues et cardiologues. Parmi donc la toxicité la plus redoutable, la plus inquiétante, c'est la toxicité myocardique avec risque d'insuffisance cardiaque. Deux grands types de traitements anticancéreux que nous devons tous cardiologues au moins connaître, qui sont responsables d'insuffisance cardiaque, c'est les chimiothérapies qui comportent une anthracycline et en cas d'anthracycline, c'est dose dépendant, et les thérapies ciblées telles que le trastuzumab, et là, ce n'est pas dose dépendant. Donc, plusieurs tableaux cliniques peuvent s'observer au cours d'une toxicité à la transcycline. On va parler surtout de la transcycline, puisque c'est la drogue la plus utilisée, la plus impliquée. On peut avoir des formes aiguës, bruyantes, qui se traduisent par des troubles du rythme, un allongement de QT, de l'IVG, qui s'installe immédiatement dès l'installation, les heures qui suivent l'installation de la chimiothérapie et parfois au cours des premiers jours du traitement anticancéreux. Cette situation est rare et heureusement réversible. Elle ne compromet pas donc le traitement anticancéreux. Les formes chroniques qui peuvent être plus ou moins chroniques quand elles sont précoces et les formes subaiguës qui surviennent dans l'année après la chimiothérapie, c'est un tableau de CMT. C'est malheureusement la forme la plus fréquente, elle est la plus grave, elle est dose dépendante, la plus grave parce qu'elle est irréversible. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas arrêter la surveillance. Ce pas les malades qui ont reçu la chimiothérapie parce qu'il existe des formes très retardées, plusieurs années, plus que 10 ans après donc, ce traitement, et ceci s'observe surtout lorsque les patients ont reçu ce traitement alors qu'ils étaient jeunes. Maintenant, comment on va prendre en charge un malade qui va recevoir un traitement par chimiothérapie cardiotoxique? Donc, tout doit démarrer avant le traitement, comme l'a bien expliqué le professeur Fahri, par une stratification de risque en vue de préparer, si possible, le malade à la chimiothérapie en vue d'avoir le moins de risque de cardiotoxicité, et on doit surveiller, dépister, prévenir et traiter tout au cours du traitement et après la fin du traitement. Donc, pour la stratification du risque, comment je reviens en avant? Non, je suis en train. Pour la stratification, ça a été très bien expliqué. Juste, je vais peut-être dire 2 mots. Pour la stratification, pour les facteurs de risque associés à l'anthracycline, c'est surtout les doses. Les doses
considérées à des doses cumulatives, lorsqu'elles atteignent un certain niveau, le risque de toxicité est presque inéluctable, il dépasse 50%. Aussi, ce que j'ai voulu aussi vous dire, que les facteurs de risque d'athérosclérose que nous connaissons sont eux aussi des facteurs de risque de cardiotoxicité. Donc, c'est déjà un repère. Enfin, pour le trastuzumab, considéré comme un facteur à haut risque, les gens qui ont reçu déjà une cure d'anthracycline ou ceux qui vont recevoir en même temps l'anthracycline et le trastuzumab. Donc, j'ai des problèmes avec ça. Moi. Maintenant, comment on va explorer, comment on va diagnostiquer le diagnostic. J'ai des problèmes avec ça. Hein. Je vais perdre beaucoup de temps. C'est bon comme ça? Non, dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, comment on va dépister la cardiotoxicité? Donc, c'est avant tout l'échocardiographie. Partout, c'est l'échocardiographie. En cardiologie, c'est toujours l'échocardiographie. Et pour la fonction VG, ça restera, jusqu'à preuve du contraire, toujours la fraction d'éjection. Tous les traitements sont guidés sur la fraction d'éjection. Bien sûr, le strain longitudinal global, les marqueurs, donc les biomarqueurs cardiaques ont également une place importante pour stratifier, à mon avis, le risque et avoir une idée sur le pronostic. D'ailleurs, la définition de la donc comme vous voyez ici, cette étude Sucours qui vient d'être présentée au congrès donc, de l'ACC, ils ont montré que une stratégie guidée sur le strain longitudinal global n'avait apporté aucun bénéfice. Maintenant, quel est le diagnostic? D'ailleurs, le diagnostic, il est échographique. Donc, le traitement, on va le guider en fonction de la fraction d'éjection. Lorsque la fraction d'éjection va diminuer de plus de 10%, supérieur ou égal à 10%, avec obligatoirement une fraction d'éjection qui chute inférieure à 50%. Là, c'est le diagnostic de cardiotoxicité. Et lorsque le strain est réduit de plus de 15%, il est associé à une probabilité élevée d'installation de dysfonction ventriculaire gauche dans un proche avenir. Comment peut-on prévenir la cardiotoxicité? Donc, dans certaines mesures, oui, mais nous allons voir les difficultés parce qu'il y a beaucoup de controverses. La première étape sur laquelle on peut facilement agir, c'est la prévention non pharmacologique. Les traitements des facteurs de l'athérosclérose permettent de diminuer le risque de cardiotoxicité. Parmi donc ces facteurs de risque, il y a le sport, l'activité physique. Vous voyez, dans cette étude publiée en 2014, les gens qui avaient une activité physique rigoureuse avaient beaucoup moins de complications cardiovasculaires et très peu d'insuffisance cardiaque. Les autres, comment on va agir? On va agir aussi en traitant la cardiopathie. Supposons un malade une cardiopathie ischémique et il doit faire une ATC, qu'il la fasse avant qu'on lui donne le traitement chimiothérapique. Donc, qu'en est-il maintenant des autres options? D'abord, c'est l'affaire de l'oncologue, de monsieur l'oncologue, qui doit limiter chaque fois que c'est possible la dose cumulative d'anthracycline. Il y a une alternative très intéressante aussi, le dexrazoxane, qui semble avoir un effet cardioprotecteur en diminuant la cardiotoxicité sans entraver donc l'activité antimitotique. Enfin, qu'en est-il des médicaments d'insuffisance cardiaque? Eh bien, c'est très controversé, l'utilisation dans le but de prévenir, je parle de prévention primaire ici, donc c'est prévu. Je vais commencer par ce travail très intéressant, publié en 2013, et là, c'est en prévention secondaire. Et là, regardez, 2625 patients ont été inclus, recevaient l'anthracycline, ils ont reçu élanaprid, carvedilol, lorsque l'insuffisance cardiaque est apparue, c'est-à-dire, et dans ce cas-là, il y a eu une amélioration, même de la fraction d'éjection chez ces patients, à condition qu'ils soient traités précocement. Les patients qui ont été traités au-delà de 6 mois, aucun de ces patients n'a récupéré sa fraction d'éjection. Et là, c'est le message. C'est très important, la détection précoce, la thérapie immédiate de la cardiotoxicité semble être cruciale pour une récupération. On peut espérer même une récupération.
Donc, maintenant, on passe aux préventions primaires. C'est ce qui nous intéresse ici. Alors, je vous présente cette étude qui a été faite. C'est des patients à haut risque. Et quand ils ont considéré ces patients à haut risque, les patients qui avaient élevé rapidement leur troponine au moment de l'installation du traitement, la prescription de traitement anti-cancéreux, et ils ont vu sous IEC, quand vous voyez les deux courbes, sous IEC, ils ont gardé jusqu'à 1 an leur fraction d'éjection stable, alors que les patients qui n'ont pas reçu ce traitement, ils ont vu leur fraction d'éjection baisser. Donc, prévention secondaire des facteurs à haut risque, des patients à haut risque. Diapositive suivante, là, une autre étude, on a vu pour l'IEC, utilisant le carvedilol. Dans cette étude-là, aussi, regardez le schéma en bas, les patients qui ont reçu ce traitement ont vu une fraction d'éjection qui restait stable, donc, alors que 70 à 69%, alors que ceux qui n'ont pas reçu leur traitement, ils ont chuté de 69 à 53. Diapositive suivante. Là, c'est l'étude Overcome, donc qui a été également publiée dans le journal. Là, une prévention primaire. Il faut qu'on voit un peu la prévention primaire, c'est-à-dire les fractions d'éjection étaient supérieures à 50%. Et là, on a utilisé les 2 médicaments de l'insuffisance cardiaque. Là aussi, l'étude est positive. En prévention primaire, on a pu préserver la fonction ventriculaire gauche chez les patients qui ont reçu ce traitement. En fait, l'étude Monticorsan Brest, elle s'est intéressée au trastuzumab et là aussi démontré en prévention primaire le bénéfice du bisoprolol et du perindopril. En 2019, j'arrive maintenant aux dernières publications, parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Dernière publication, ici, en 2019, il y a une méta-analyse qui a groupé 1984 patients qui ont reçu le traitement d'insuffisance cardiaque et qui avaient aussi reçu le traitement et une chimiothérapie cardiotoxique. Dans cette étude-là, il y avait une fraction d'éjection à la fin du traitement, après, dans le suivi de 4 mois à 2 ans, nettement plus élevé chez les patients qui étaient sous traitement de l'insuffisance cardiaque, donc contre le placebo. Diapositive suivante. Maintenant, on arrive aux études plutôt négatives, mais qui sont aussi importantes, je dirais, parce qu'ils ont intéressé, ils ont méthodologiquement, elles sont très intéressantes. Ici, c'est le carvedilol dans l'étude CECI. Donc, les carvedilol dans l'étude CECI, les auteurs ici, comme vous voyez, ont montré que en bas, vous voyez en rouge, la fraction d'éjection n'a pas chuté, n'a pas diminué, il n'y avait pas de différence entre carvedilol et placebo. Par contre, et ce n'est pas la première fois qu'on demande, on le trouve dans les travaux, il y avait une diminution du diamètre télédiastolique dans cette étude, dans le groupe carvedilol, et il y avait donc un taux moins élevé de troponine dans le groupe carvedilol. Enfin, je termine cette étude-là par l'étude de Prada. C'est l'étude qui vient d'être publiée lors de l'ACC, donc présentée dans l'ACC et publiée dans Circulation. Là, c'est le métoprolol et le condésertant qui ont été utilisés et c'est pour un suivi à 2 ans. Eh bien, regardez, il n'y avait aucun effet de cardioprotection en matière de fraction d'éjection en primaire. Par contre, encore une fois, on montre que dans le groupe ici, condésertant, il y avait une chute plus importante du volume télédiastolique et il y avait aussi donc une préservation du strain plus important, du strain donc global, longitudinal global, dans le groupe condésertant. Les conclusions de Prada de 2021, les ARA2 et les bêta-bloquants ne préviennent pas la toxicité à long terme des chimiothérapies. C'était des malades qui avaient du cancer du sein. Mais il y a quand même notion que les ARA2 étaient associés à une réduction du volume télédiastolique, une préservation du strain longitudinal à 2 ans. On commence à avoir un recul plus important dans ces études. Que disent les recommandations dans tout ça? En 2016, depuis 2016, l'EEC n'a pas publié. Et pour 2016, l'IEC, les bêta-bloquants et les IEC aux ARA2 sont utilisés quand il y a la cardiotoxicité là, en prévention secondaire, que les patients soient symptomatiques ou asymptomatiques. Les SMO, qui sont des recommandations européennes d'oncologie, donc en 2020, c'est bien avant Prada, une année avant Prada. Donc, et c'est pour la première fois qu'on voit que l'utilisation prophylactique des IEC et des ARA2 bêta-bloquants peut être considéré pour réduire le développement d'une cardiotoxicité. Donc, je tiens à vous présenter ces images parce que c'est une ligne
de conduite et elle est de l'ESMO et elle est intéressante parce qu'on est noyé là. Donc, que propose ce tableau? Pourquoi je le présente? Et vous allez voir pourquoi. Donc, on a fait notre diagnostic, on a commencé notre traitement, on se trouve rapidement dans trois situations. Une fraction d'éjection supérieure à 50%, on va démarrer notre traitement. On se trouve à l'autre extrême, une fraction d'éjection inférieure à 40%, pas de traitement. Ce traitement, il faut que l'oncologue essaie de trouver une autre alternative, un autre traitement moins cardiotoxique. La situation entre 40 et 50, là, donc il ne faut pas exclure les malades quand ils vous viennent à l'écho. Il ne faut pas exclure les malades de la cardiotoxicité, de la chimiothérapie. Bien sûr, discuter avec l'oncologue s'il peut changer le traitement. Sinon, donc, il faut donner un traitement cardioprotecteur, vous voyez, et démarrer. Une semaine après, vous pouvez démarrer vos traitements anti-cancéreux. Et une fois que vous avez démarré le traitement, vous allez suivre et vous avez trois situations. Les situations les plus simples, comment vous allez agir? Est-ce qu'il faut arrêter? Il faut diminuer? Le tout, c'est de ne pas compromettre le pronostic oncologique du malade. La situation les plus simple, c'est lorsque vous avez une diminution très importante de la FE, de plus de 20%. Là, vous devez arrêter et ne plus discuter de cette chimiothérapie, s'il vous plaît. Aussi, en présence de signes d'insuffisance cardiaque, il faut arrêter le traitement. Dans l'autre extrême, vous avez une chute de la FE, inférieure à 10%. Ça obéit à une partie de la définition de la cardiotoxicité parce que lorsque la fraction d'éjection reste supérieure à 50%, ce n'est pas encore une cardiotoxicité, c'est un signal d'alerte, ce n'est pas une cardiotoxicité. Il ne faut pas arrêter le traitement, mais donner le traitement cardioprotecteur. Donc, dans cette situation, même si la FE est supérieure à 50%, il pourrait sauver pas mal de malades. Lorsqu'on a une cardiotoxicité, donc là, il ne faut pas se dire dans la tête on va arrêter définitivement le traitement. Non, l'idée qu'on va avoir, c'est qu'on va interrompre momentanément, temporairement, puisqu'il y a eu des récupérations dans les études, et puis donner le traitement cardioprotecteur et réévaluer la fonction ventriculaire gauche. S'il y a une amélioration, on va continuer notre traitement. J'ai terminé. Donc, en conclusion, la conclusion, elle a dit, madame Ferry, c'est juste pour vous dire que la cardio, on ne peut pas faire tout ça, on ne peut pas traiter correctement les malades sans qu'il y ait une collaboration étroite oncologie, cardiologue, au cardiologue de dépister précocement et de traiter. Le message aussi, il faut traiter. S'il y a malheureusement la cardiotoxicité, il faut la traiter immédiatement, ça peut récupérer dans certaines mesures. Et à l'oncologue d'essayer d'aider le cardiologue pour chercher une alternative moins cardiotoxique. Et je vous remercie. Sur la dysfonction et là, vous avez bien insisté sur et là, vous avez très bien insisté sur le fait que on essaye, on essaye dans tous les cas de collaborer avec l'oncologue pour ne pas arrêter, c'est ça, pour ne pas arrêter le traitement oncologique et donc pour préserver le pronostic du patient. Donc, c'est ça l'intérêt de ce dialogue qu'on doit, dialogue entre oncologue et cardiologue. C'est vrai que ça doit absolument changer. Tout à fait. Il ne suffit pas à l'oncologue de demander une échocardiographie, il ne suffit pas au cardiologue de dire la fraction d'éjection à 50%, on laisse le choix et les soins à l'oncologue de faire ce qu'il veut maintenant. Et des fois, ce sont des internes qui viennent. Est-ce qu'on peut prendre ce traitement? Est-ce qu'on peut pas? Oui. Il faut que les gens connaissent pour pouvoir répondre à la question. Quand tout va bien, ok, mais lorsque... c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'on va passer à la présentation suivante et après, on va discuter, voir s'il y a des petites questions. Certainement, il y a des questions qui vont susciter l'intérêt de nos chers collègues. Alors, sans plus tarder, je vais passer. Je pense que notre chère oncologue Nesrine n'est pas venue. Je pense qu'elle a eu un empêchement. Et donc, tout de suite, sans plus tarder, je vais céder la parole à notre
ami, collègue, cher collègue, Dr Sar Rajnik, pour nous parler de l'intérêt de l'échographie cardiaque, comment l'utiliser en pratique courante. Oui. C'est toi. Allez. Oui, c'est ça. C'est bon. Merci. Donc, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation ainsi que le professeur Wafef Fehri de m'avoir joint à cette session dédiée à la cardio-oncologie. Pour essayer de répondre à cette question, donc, comment utiliser l'échocardiographie pour surveiller un patient sous chimiothérapie? Donc, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de toxicité cardiaque sous chimiothérapie, à savoir vasculaire, rythmique et myocardique. Et nous allons nous intéresser à cette dernière qui peut se manifester soit par une dysfonction ventriculaire gauche, soit par une insuffisance cardiaque. Donc, dans notre pratique quotidienne, nous avons besoin d'un outil donc, qui soit marqueur précoce, ayant une haute reproductibilité, une faible variabilité et qui doit être bien sûr pas coûteux et valide afin de pouvoir détecter, prédire, intervenir à temps sur une éventuelle toxicité myocardique. Donc, l'échographie par rapport aux autres moyens d'imagerie, c'est une technique qui est non coûteuse, qui est disponible, mais un petit bémol concernant la reproductibilité. Mais néanmoins, elle est dénudée d'exposition aux rayons X, chose primordiale dans cette population. Donc, elle nous permet, l'échocardiographie, d'évaluer la fraction d'éjection, tout d'abord par la FEVG Simpson-Biplan en traçant donc les limites de l'endocarde en télédiastole et en télésystole. Mais le problème majeur de cette technique, c'est la très grande variabilité inter- et intra-observateur qui, malgré l'imagerie d'harmonique et même en ayant des échographies de très bonne qualité, elle reste et pratiquement, elle arrive jusqu'à 8% et c'est pratiquement le seuil de cardiotoxicité. Donc, l'échographie de contraste, certes, elle permet d'améliorer cette variabilité par une meilleure visualisation des contours endocardiques de la pointe du ventricule gauche, mais elle présente deux inconvénients. Tout d'abord, elle est coûteuse et ensuite, il y a un problème d'interprétation par les images, donc les artefacts d'atténuation et de destruction. Qu'en est-il de l'échographie 3D ? En fait, elle permet une meilleure précision des limites avec une précision optimale donc des volumes, une meilleure reproductibilité avec une variabilité qui chute de moitié par rapport à l'imagerie 2D. Mais malheureusement, elle est coûteuse, elle n'est pas toujours disponible, on dépend aussi de la qualité d'image. Et puis, donc, on a besoin de former les opérateurs et donc ce qui limite actuellement son application dans le domaine de l'oncologie. Donc, je trouve ce papier très intéressant. C'est un papier qui a été publié en 2010 dans l'American College of Cardiology, qui a inclus 201 patientes traitées pour un cancer du sein par des anthracyclines. Donc, c'est des patients qui ont altéré leur FEVG qui est devenu inférieur à 45%. Et comme vous voyez donc, en haut et à droite, donc ici,
nous avons donc, pour les patients chez qui on a introduit le traitement cardioprotecteur dans les 2 mois, seulement 64% ont répondu à ce traitement. Et à partir, dès qu'on a dépassé les 6 mois, il y avait 0% de réponse au traitement. Et comme vous voyez en bas, pour les répondeurs, il y avait 0% de taux de décès et d'insuffisance cardiaque, contrairement à ceux qui n'ont pas répondu. On arrive jusqu'à 8% de taux d'insuffisance cardiaque, 4% de décès et 16% d'arythmie pour ces patients qui n'ont pas répondu au traitement. Et donc, on se trouve devant 2 problèmes. Tout d'abord, 15 à 20% des patients, l'imagerie bidimensionnelle semble ne pas être suffisamment performante pour avoir une FEVG valide. Secondairement, cette fraction d'éjection ne serait-elle pas donc un indicateur tardif de cette dysfonction myocardique? Donc, que devons-nous faire? Qu'en est-il de la fonction diastolique? Donc, il y a eu plusieurs études qui ont montré que certes, il y avait une altération de la fonction diastolique, mais cette altération ne pouvait pas prédire et aucun de ces paramètres de la fonction diastolique pris isolément ou en combinaison ne pouvait prédire cette dysfonction diastolique qui survenait dans 30% des cas. Et donc, c'est un outil qui est descriptif, mais ne permet pas en aucun cas donc, de prédire ces dysfonctions ventriculaires gauche. Qu'en est-il maintenant du strain? Donc, grâce à sa bonne résolution spatiale, sa bonne reproductibilité, il peut nous permettre de détecter une dysfonction myocardique infraclinique. Et quel type de strain allons-nous utiliser? Eh bien, c'est le strain longitudinal qui a montré la moindre variabilité entre, que ce soit en inter ou en intra-observateur. Donc, en 2020, le papier sous l'égide de l'ESC, donc, il a dit que la cardiotoxicité infraclinique, elle peut être prédite soit par la valeur de delta strain, c'est-à-dire la différence entre le strain du patient de base avant le début de la chimiothérapie et le strain, donc la valeur du strain à intenter au cours de la surveillance, soit par la valeur de base de son strain longitudinal, soit par la valeur absolue mesurée au cours de la surveillance, avec un valeur cutoff de moins 18%. Bien sûr, on explore toujours le ventricule droit après avoir exploré le ventricule gauche, comme dans toutes les pathologies cardiovasculaires. Donc, concernant les paramètres conventionnels de l'étude de la fonction VD, donc les papiers n'ont pas été concluants. Et donc, j'ai préféré mettre donc, cette revue de la littérature de l'apport du strain VD dans la détection de la cardiotoxicité, qui a donc montré qu'il existe tout d'abord une altération du strain global du ventricule droit ainsi que du strain de la paroi libre du ventricule droit, que le strain du ventricule gauche et du ventricule droit se faisait en même temps, c'est une altération concomitante. L'altération du strain longitudinal de la paroi libre du VD a été donc corrélée à l'apparition de dyspnée pour ces patients. Et puis, ils ont montré dans une étude qui a inclus 100 patients une valeur cutoff donc, de delta strain pour le strain global du VD de 14,8%, qui est quand même assez proche de celle du VG qui est à 15%. Donc maintenant, comment allons-nous faire en pratique? Tout d'abord, on commence par définir la cardiotoxicité qui est selon l'ESC une chute de plus de 10 points de la FEVG avec une FE qui devient inférieure à 50% et ils définissent la toxicité myocardique infraclinique par un strain longitudinal global, un delta strain qui diminue de plus que 15%. Donc, j'ai trouvé cette définition donc, qui a été faite en 2021 par la British Society d'échocardiographie et par la Société de cardio British aussi, Société de cardio-oncologie en 2021, qui donc définissent une cardiotoxicité avérée par une baisse de la FEVG de plus de 10 points avec une FE qui devient inférieure à 50%. Là, c'est comme le SC. Et puis, ils parlent d'une probable cardiotoxicité infraclinique si la FEVG donc, diminue de 10 points
à une valeur qui reste supérieure à 50%, avec une baisse du strain de 15%, et il parle d'une cardiotoxicité infraclinique possible si la FEVG diminue de 10 points, mais qu'elle baisse de moins de 50%, ou qu'il y a une baisse isolée du strain longitudinal global. Ça, c'est selon la British Society of Echocardiography. Donc, qu'en est-il du timing de l'échographie? L'échographie constitue donc la pierre angulaire dans la surveillance cardio-oncologique. Elle a sa place avant le traitement, durant le traitement et après avoir terminé le traitement de la chimiothérapie. Donc, dans le cadre du bilan préthérapeutique, il faut faire une étude complète du ventricule gauche, du ventricule droit, avec une précision de la FEVG 2D au minimum, de 3D de préférence, et bien sûr le strain longitudinal global et le strain de la paroi libre du VD. Et l'écho de référence, elle est très importante car chaque patient est son propre témoin pour la surveillance. Le rythme de surveillance, bien sûr, il dépend du risque de cardiotoxicité, qui dépend bien sûr de facteurs liés au patient et de facteurs liés au traitement. Bien sûr, ça a été bien codifié dans le papier de 2020 de l'ESC, comme vous voyez. Et donc, voilà, le rythme, comme je vous l'ai dit, dépend du type de molécule et du risque de cardiotoxicité. Ça, c'est un papier qui a apparu en 2020. Ce n'est pas des guidelines, c'est une approche pratique des guidelines de l'American Society de cardio-oncologie avec la Société européenne de cardio-oncologie. Donc, et il précise pour les principales molécules, pour chaque molécule, un algorithme bien précis. Donc, j'ai choisi cet algorithme qui concerne les anthracyclines. Comme vous voyez, si jamais nous allons prescrire des anthracyclines, là, il faut faire une évaluation cardio-oncologique avec un dosage des biomarqueurs et puis voir. Tout d'abord, si la FE est inférieure à 40%, les anthracyclines ne sont pas recommandées. Si la FEVG est comprise entre 40 et 50%, il faut tout d'abord commencer un traitement cardioprotecteur. Si jamais nous avons des patients qui sont exposés à un traitement, donc différents traitements cardiotoxiques avec une FO normale, mais que le risque cardiovasculaire est important, là, il faut discuter de l'apport d'un éventuel traitement cardioprotecteur. Donc, après cette étape d'évaluation de la FEVG, tout d'abord, on va voir si la dose cumulée va dépasser les 250 mg, par exemple pour la doxorubicine. Là, il faut faire une évaluation cardio-oncologique avant chaque cycle avec un dosage des troponines en fin d'infusion. Si jamais on est plutôt dans une dose cumulée, comme par exemple ici la doxorubicine inférieure à 250 mg par mètre carré, il faut rechercher éventuellement ces facteurs de risque qui sont l'âge supérieur à 60 ans, une radiothérapie médiastinale, l'association d'au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Si jamais ces facteurs de risque sont là, il faut faire aussi le dosage de troponine après chaque cycle, à la fin de l'infusion. Et voilà, si jamais le patient reste stable, il faut faire un suivi cardio-oncologique habituel avec un contrôle à la fin du traitement à 6 mois, à 1 an et à 2 ans. Et bien sûr, dans le cas où on a une symptomatologie ou une élévation des troponines, c'est au cas par cas. Une évaluation cardio-oncologique a été précisée pratiquement pour tous les types de traitements de traitement oncologique, pardon. Et il faut savoir que l'évaluation cardio-oncologique ne veut pas dire échocardiographie, car elle inclut un examen clinique complet avec un électrocardiogramme, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Ferli, un bilan biologique. Je vais insister seulement sur l'échocardiographie qui doit obligatoirement intégrer une FEVG Simpson biplan au minimum, 3D de préférence. Le strain longitudinal global doit être mesuré. Si jamais le strain n'est pas disponible, on peut s'aider du déplacement de l'anneau mitral au mode TM, le MAPS, ou bien le pic de S au DTI, si jamais on n'a pas de strain.
Sinon, donc, l'IRM dans les cas de mauvaise écogénicité, et aussi, donc, ils insistent sur le fait qu'il faut toujours utiliser la même imagerie, le même donc, opérateur pour surveiller les patients. Maintenant, en cas de dysfonction ventriculaire gauche, donc je ne vais pas m'attarder car professeur Driss l'a déjà expliqué avant moi. Donc, comme vous voyez ça, c'est au cas où donc, il y a une baisse de la FEVG, mais je vais juste vous montrer au cas où nous avons plutôt une altération du strain. Je vais passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, si jamais au cours du suivi, nous avons une baisse donc, du strain longitudinal global, le delta strain, pour ce papier, le cutoff, il est de 12%. D'accord? Et il y a aussi le dosage de troponine. Tout d'abord, il faut commencer par rechercher s'il y a une coronaropathie instable, s'il y a une hyperthyroïdie, une anémie sévère. Puis, après les avoir éliminés, si nous avons donc une élévation des troponines avec une baisse du strain, là, il recommande d'initier le traitement cardioprotecteur. Par contre, si on a seulement une élévation des troponines sans altération du strain, là, on peut discuter. C'est pas obligatoire d'initier le traitement cardioprotecteur et ils disent qu'il ne faut pas, donc, tant que la FEVG est conservée, il ne faut pas arrêter le traitement donc, sur cette altération. Mais quand même, on doit, si jamais on a une élévation des troponines avec le strain, il faut... donc, qu'en est-il de la surveillance à long terme? Comme nous avons dit, la cardiotoxicité continue même après l'arrêt donc, du traitement. Et donc, c'est des patients qui nécessitent une surveillance à long terme qui dépend tout d'abord de la dose reçue d'anthracycline. Ici, c'est une population pédiatrique, ou bien et la dose cumulée de radiothérapie. Donc, l'arythmicité dépend, comme je vous l'ai dit, de ces deux critères. Donc, pour les take-home messages, l'étude de la fonction VG ne peut se limiter désormais à une utilisation simple de la fraction d'éjection pour dépister précocement une dysfonction ventriculaire gauche. Le strain global longitudinal constitue un outil accessible en routine, facile d'utilisation et reproductible, permettant de détecter la dysfonction myocardique infraclinique. Et il faut toujours utiliser la même modalité d'imagerie, le même constructeur et le même opérateur. Bien sûr, il faut toujours essayer de faire une approche multiparamétrique des patients, donc cliniquement, la FEVG, les biomarqueurs et le strain. Donc, et je vous remercie pour votre attention. Bravo pour cette excellente mise au point sur l'intérêt de l'examen échocardiographique chez les patients qui sont soumis ou qui vont être soumis à un traitement oncologique. Je pense que avant de passer aux prochaines présentations, est-ce qu'il y a d'éventuelles questions? Voilà, Tfaddal. Merci. Merci, je remercie tout le monde. Bon, mes questions concernant, en fait, c'est vrai que la surveillance externe des malades oncologiques se pose un problème parce qu'on reçoit des malades avec sans, par exemple, une échographie initiale et en même temps on surveille. C'est vrai que la surveillance par un seul opérateur, c'est mieux parce que ça va donner un peu une idée. Mais le problème qui se pose, est-ce que si on arrive, par exemple, à avoir une diminution plus de 10%, de dire aux oncologues de changer le produit ou de l'arrêter, ou il faut attendre 40%, ça c'est la première question. Et certainement, comme vous avez dit, on va initier le traitement de la protection cardiologique. L'intérêt encore des anti-aldostérone, je n'ai pas entendu, est-ce qu'on peut l'utiliser dans ces situations? Ou est-ce que seulement c'est les bêta-bloquants et les essais qui sont ici dans cette situation? Et quand on a dit d'arrêter ou de changer, parce que ça pose un problème, il y a un cancer, il y a un problème cardiaque. C'est vrai que la gravité, certainement, va être discutée en fonction de
de balance de risques et de bénéfices. Mais c'est toujours un problème, surtout dans les pays où les strains encore n'ont pas de pratique quotidienne. Est-ce qu'on sait, il suffit par exemple de se contenter sur la fraction par Simpson biplan et la biologie, c'est-à-dire que le BNP. Voilà. Question pertinente. Je pense que je vais céder la parole à notre maître, professeur Madame Drissa. Une baisse de fraction d'éjection de 10%. Juste, donc, je commence par la dernière question. La fraction d'éjection, c'est vrai qu'il faut toujours calculer le strain parce qu'il a une valeur prédictive. Il permet de détecter une dysfonction qui est précoce. Il permet, la dysfonction myocardique est plus précocement détectée par le strain que par la fraction d'éjection. Mais si vous n'avez pas le strain, de toutes les façons, les algorithmes, je pense, en 2021, peuvent reposer, même chez vous, sur la fraction d'éjection. Il ne faut pas vraiment, absolument, vous n'avez pas le droit d'arrêter le traitement anticancéreux parce que le strain a baissé. Alors que lorsque vous avez une atteinte, en cas de cardiotoxicité donc apparue selon la fraction d'éjection qui baisse de plus de 10%, avec obligatoirement une AFE qui baisse, qui devient inférieure à 50%. Si vous avez une AFE, c'est-à-dire une baisse de 10%, mais la AFE est à 53, 54%, ce n'est pas la même chose. Si vous avez la définition de la cardiotoxicité est appliquée, vous êtes obligé d'arrêter le traitement, ça peut être momentané, ça ne veut pas être définitif. Et on va discuter avec l'oncologue, lequel peut trouver une autre thérapeutique moins cardiotoxique, utiliser la dexrazoxane, je ne sais pas, moi je dis comme ça, ou des perfusions, je ne sais pas. Il y a quand même des méthodes nouvelles pour minimiser la cardiotoxicité que connaissent les oncologues. Et puis, mais lorsque nous avons en présence, lorsque nous avons une chute uniquement de la fraction d'éjection de plus de 10%, avec une FE supérieure à 50%, n'arrêtez pas le traitement. Tout simplement parce que ce n'est pas ça l'arrêt lorsqu'on a atteint la cardiotoxicité. Sinon, là, il faut absolument donner les cardioprotecteurs. Donner les IEC, donner les bêta-bloquants, oui, les immunéralocorticoïdes, ils ont fait l'objet d'études aussi, on ne peut pas parler de tout. Bien sûr, vous pouvez donner aussi les anti-aldostérones lorsque le diagnostic est avéré. Vous avez maintenant les recommandations, les nouvelles recommandations de l'ESC concernant l'insuffisance cardiaque. Même l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, il faut donner la totale. ESC, para2, bêta-bloquants, les minéralocorticoïdes, maintenant les anti-compliqués. Voilà, donc vous voyez, donc, lorsque vous avez une cardiotoxie, il faut utiliser le tout. Merci, Madame Drissa. Mais moi, je reviens sur l'intérêt de... Moi, je défends je défends l'analyse de la déformation myocardique parce que c'est un moyen de détecter la cardiotoxicité infraclinique. Et c'est ça le but. Le but de cette collaboration entre cardiologues et oncologues, je suis tout à fait d'accord. La fraction d'éjection évaluée par la méthode Simpson biplan est la meilleure méthode pour la surveillance, pour prendre des décisions. Mais l'intérêt de la cardio-oncologie, certes, pour surveiller, pour traiter à temps, mais il faut faire le diagnostic à un stade infraclinique, au stade où les lésions peuvent être réversibles. Donc, si on trouve un outil confortable, facilement réalisable, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est tout. Mais on ne va pas prendre de décision, surtout pas de décision pour le moment parce qu'il n'y a pas de recommandation bien établie. Mais c'est la vigilance, comme je l'ai précisé dans ma présentation, c'est la vigilance et écourter la rythmicité de surveillance.
Voilà. Très, très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on a, parce qu'il parle de la non-possibilité de faire le stream, vous pouvez vous contacter de la FE. Mais là, étant donné qu'on peut le faire, il faut le faire. C'est un outil très... il a démontré son efficacité dans tous les domaines pour détecter précocement la FE. Mais ce qu'a dit le professeur Lehri est tout à fait juste. Il n'y a pas encore de guidelines qui reposent sur le strain. Peut-être il y aura des études dans l'avenir qui vont placer le strain longitudinal donc, dans le diagnostic de la cardiotoxicité. Madame Drissa, il n'y a pas encore de guidelines parce qu'on ne peut pas obliger tous les gens à pour avoir des guidelines, il faut avoir la possibilité de faire l'étude de la déformation. C'est-à-dire, voilà, je ne sais pas pour te décevoir, voilà une dernière étude qui vient de paraître, l'étude Secours, malheureusement, a échoué pour démontrer l'intérêt en matière de cardioprotection. Ils ont essayé de donner les médicaments d'insuffisance cardiaque chez ces patients qui avaient altéré leur strain. Une seule étude, ce n'est pas suffisant. Il y aura certainement d'autres études qui vont confirmer ou infirmer cela. Il y a une question dans la salle et on va passer à la présentation. C'est surtout une petite question pratique, d'ordre pratique. La semaine passée, donc je me présente, je suis cardiologue à Nouakchott, Mauritanie. Les oncologues m'ont adressé une patiente qui a une insuffisance cardiaque. J'ai fait faire l'échographie cardiaque et la fonction systolique elle est correcte. Les deux oreilles sont dilatées et la dysfonction diastolique est évidente. C'était une insuffisance cardiaque, elle fait préserver. Alors, quelles sont les recommandations pour ce type d'insuffisance cardiaque dont la fraction d'éjection est correcte? Est-ce que le traitement ne change rien ou il y a des recommandations particulières pour l'insuffisance cardiaque à effet préservé? Il est âgé de 71 ans. Docteur Schnirsi. Donc, si j'ai bien compris, donc là, il a une FEVG conservée, donc avec une dilatation biatriale. Tout d'abord, il faut savoir, est-ce que votre patient a eu une radiothérapie? Oui, parce que là, vous me dites donc dilatation biatriale avec un problème, donc dysfonction diastolique et donc peut-être qu'il présente un problème donc de péricardite chronique constrictive, c'est ce qui me vient en tête, mais je ne sais pas. Donc vous trouvez aussi de la dysfonction diastolique avec une dilatation biatriale. Sinon, pour le traitement si c'est une insuffisance cardiaque, donc bien sûr, donc il faut avec une baisse de la FEVG, il faut entamer donc, le traitement cardioprotecteur par IEC et bêta-bloquant. Donc, la FEVG et le strain. Est-ce que vous avez fait une étude de strain? L'étude MAPS ou le pic de S au DTI, il est altéré. Oui, donc on considère, tant que vous n'avez pas le strain, donc on considère qu'il y a une altération de la fonction longitudinale du ventricule gauche. Et donc on peut, bien sûr, en plus, si votre patient déjà il est symptomatique d'insuffisance cardiaque, il faut entamer le traitement d'insuffisance cardiaque, quel que soit. Donc, voilà. Pour l'oncologie, donc, est-ce que je peux revenir à ma présentation juste pour vous montrer l'algorithme? Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, est-ce que je peux... Oui, juste pour finir de répondre, donc votre patiente se trouve ici. Donc, il est symptomatique. Il faut initier le traitement cardioprotecteur. Il faut
donc arrêter donc momentanément le traitement anticancéreux, réévaluer le patient après 3 semaines. Toujours, il faut les réévaluer et faire un monitoring très rapproché toutes les 3 semaines tant qu'il y a un truc, donc tant que la patiente est toujours symptomatique. Si au cours de la surveillance donc de votre patiente, les symptômes persistent, elle reste donc symptomatique d'insuffisance cardiaque, là il faut discuter donc un arrêt permanent de son traitement chimiothérapie. Sinon, si la patiente améliore ses symptômes sous traitement de l'insuffisance cardiaque avec une FE qui s'améliore, vous pouvez donc reprendre le traitement cardio-oncologique. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Je félicite vraiment les 3 conférencières pour l'excellente qualité de leur présentation. Je suis pneumologue. Vous avez tous et toutes parlé de la collaboration onco-cardio. Il y a aussi la collaboration pneumo-cardio, non seulement par le biais de la CVP, mais par le voisinage aussi, puisque les services de cardio de pneumo HL sont juste à côté. Et puis nous, en pneumologie, comme tous les pneumologues de Tunisie, on fait de la chimio pour les cancers bronchiques depuis une vingtaine d'années maintenant. Nous étions parmi les premiers services. Puisqu'on est un peu bousculé par le temps, on va passer à la dernière partie de cette belle session dédiée à l'oncologie, à la cardio-oncologie, pour parler des situations particulières en cardio-oncologie, que faire en pratique. Et je vais donner la parole au docteur. 5 minutes. Docteur Sharafeddine, et les organisateurs nous exigent, nous demandent de respecter un peu le temps. On vous donne 5 minutes apparemment. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. Je remercie à mon tour le comité d'organisation de nous avoir associés à cette belle session sur la cardio-oncologie. On va parler, là, ça ne fait pas partie du temps. D'accord. D'accord, merci. Donc là, on va parler plutôt de situations pratiques. On va commencer par les syndromes coronariens aigus. Donc là, on a une balance qu'on a bien vue cardio-oncologique entre les bénéfices du traitement oncologique et les risques, essentiellement l'insuffisance cardiaque, mais aussi la maladie coronaire. Là, vous voyez les 9 piliers. En tête de liste, c'est l'insuffisance cardiaque, après la maladie coronaire, la maladie valvulaire, les arythmies, l'hypertension artérielle, la maladie thromboembolique veineuse et artérielle, l'hypertension pulmonaire et les complications péricardiques. On va un tout petit peu avancer sur les syndromes coronariens aigus. Là, je vais présenter 2 petits cas cliniques très brefs. Un premier patient âgé de 76 ans qui est tabagique diabétique, suivi pour un cancer colorectal non métastatique. Il a eu une colectomie, il est sous chimiothérapie à base de 5-FU. Au cours de son hospitalisation au service de carcinologie médicale, il a fait des douleurs thoraciques, une négativation des ondes de T en antérieur et des troponines positives. C'est un diagnostic de non-stémie. On lui fait l'échographie. Il a une fraction d'éjection à 45%, de l'akinésie inférieure et d'hypokinésie antérieure. Voici sa courroie faite par voie radiale. Vous voyez une circonflexie infiltrée, une IVA très serrée avec une sténose serrée longue de l'IVA proximale et moyenne, suivie d'une deuxième lésion mais avec un bon lit d'aval, et puis une droite qui est multisténosée avec une sténose très serrée au niveau du genou inférieur. Alors, toutes les questions qu'on se pose devant ce patient-là, qui est en cours de son traitement oncologique à la base de 5-FU et qui fait un syndrome coronarien aigu, est-ce qu'on arrête la chimiothérapie? Comment on va prendre en charge ce syndrome coronarien aigu? Comment on va le revasculariser? Est-ce qu'on va faire une angioplastie ou un pontage? Et puis, si on pense à l'angioplastie, qu'en est-il du traitement antithrombotique, la double antiagrégation plaquettaire? Et là, on va penser à toute la balance bénéfice-risque ischémique hémorragique. Un deuxième cas d'un jeune de 45 ans qui est aussi tabagique, qui a un cancer colorectal, traité par chimiothérapie aussi à base de 5-FU. Il fait au cours de sa séance de chimiothérapie des douleurs thoraciques avec un sus-décalage non persistant du segment ST. Et là, on fait la coro. On a plutôt un réseau qui paraît sain, une droite qui est saine. Et puis après, vous voyez la circonflexe aussi, elle est indemne de sténose. L'IVA, elle est au début saine. Et puis, on a une petite sténose très serrée concentrique au niveau de son segment distal avec un bon lit d'aval. Et on se pose toujours les mêmes questions. Qu'en est-il par rapport à la gestion du syndrome coronarien aigu et le traitement oncologique en parallèle? Alors, pour avancer, on a des questions très épineuses. Quand on a une ischémie chez un patient
qui a un cancer ou qui est sous traitement oncologique, connaît-il des facteurs de risque, des mécanismes, connaît-il du traitement, autant du syndrome coronarien aigu que le traitement oncologique. Et là, on va discuter à travers différents volets. Tout d'abord, on doit bien caractériser le syndrome coronarien aigu. Est-ce que c'est un syndrome coronarien aigu avec ou sans décalage du segment ST? Connaît-il des troponines? Connaît-il des complications associées au syndrome coronarien aigu? Est-ce qu'il est en relation avec le traitement oncologique en cours ou non? Et connaît-il aussi du risque hémorragique et ischémique du patient? Après, il faut très bien caractériser le patient. Vous l'avez vu tout à l'heure, les facteurs de risque cardiovasculaire, ça existe chez les patients qui ont un cancer. Et là, ça conditionne le pronostic aussi de ces patients. Et puis, il faut très bien caractériser la tumeur. Quel est le type de la tumeur? Quelle est l'évolutivité de cette tumeur? L'activité de la tumeur? Est-ce qu'il y a des métastases associées ou non? Pour aussi caractériser le risque hémorragique et ischémique du patient. Et enfin, il ne faut pas oublier de bien caractériser le traitement. Et là, il faut connaître les traitements qui sont éventuellement cardiotoxiques et avec une atteinte coronaire aiguë associée. Est-ce qu'il y a des contre-indications aussi au traitement anti-agrégant plaquettaire? Est-ce que ces traitements-là aggravent la thrombopénie? Est-ce qu'il y a un surrisque hémorragique? Est-ce qu'il y a des interactions médicamenteuses? Et la chose très, très importante, la contre-indication temporaire à la chimiothérapie, elle est obligatoire 3 à 4 semaines. C'est la phase aiguë du syndrome coronarien aigu. Et puis, il faut une bonne discussion entre cardiologues et oncologues. Est-ce que c'est une entité qui est assez fréquente ou bien rare? Parce qu'on parle essentiellement d'insuffisance cardiaque en matière de cardio-oncologie. Mais là, vous voyez, c'est un papier tout récent qui a été présenté dans les journées de la Société européenne de cardiologie cette année-là. C'est un grand registre britannique, 112 000 admissions sur une large database, c'est Vicori, qui est une base électronique. Là, vous voyez qu'il y a quand même 50% des patients qui ont un cancer et qui ont présenté un syndrome coronarien aigu. Ceci était essentiellement pour les cancers du sein, poumon, colorectaux, cutané, de la prostate, tous stades confondus. Autant un diagnostic précoce inférieur à 1 an ou bien un diagnostic tardif par rapport au cancer. On voit aussi sur une large étude de plus d'1,5 million de patients entre 2003 et 2014, l'association des facteurs de risque et de la maladie coronaire chez les patients suivis en carcinologie, 20% de maladie coronaire, 50% d'hypertension artérielle, 30% de diabète et de tabagisme. Alors, une physiopathologie complexe, autant inhérente au cancer qui peut être évolutif, et là on a l'inflammation chronique, l'état procoagulant et prothrombotique, le thromboembolisme artériel inhérent au terrain, aux facteurs de risque cardiovasculaire associés, et puis les thérapeutiques oncologiques cardiotoxiques qui vont accélérer parfois la thrombose coronaire, le spasme coronaire, la dysfonction endothéliale et ainsi le phénomène athérosclérotique. Donc, 3 volets essentiels. Connaît-il du cancer, le traitement oncologique et les facteurs de risque cardiovasculaire? Dans les dernières recommandations qui viennent de paraître aussi de la prévention cardiovasculaire, vous voyez que le cancer, il entre en jeu pour caractériser l'estimation du risque cardiovasculaire de nos patients, pour agir à temps, rapidement, précocement et de façon parfois un peu plus poussée sur les facteurs de risque cardiovasculaire pour éviter l'évolution aux maladies coronaires et athérosclérotiques. Pourquoi? Parce que le cancer en lui-même, avec ses phénomènes inflammatoires et prothrombotiques, vous voyez la courbe rouge, c'est les malades avec un cancer par rapport à des malades contrôle matchés. Et vous voyez qu'on a un surrisque de thromboembolisme artériel, essentiellement la première année après le diagnostic du cancer, autant pour les syndromes coronariens aigus que pour les accidents vasculaires cérébraux. Et ceci était beaucoup plus évident lorsqu'on a un cancer évolué de stade 3 ou bien 4. Alors, qu'en-est-il des thérapeutiques? Est-ce que toutes les thérapeutiques se valent par rapport au risque de syndrome coronarien aigu? Là, vous voyez, on a grossièrement 7 classes thérapeutiques. En tête de liste, les antimétabolites à base de 5-FU, on le donne généralement pour les cancers colorectaux, œsophage, estomac. Et là, vous voyez le mécanisme, c'est la dysfonction endothéliale, mais aussi le vasospasme. Après, il y a les agents antimicrotubules, le paclitaxel, les alkylants, la cisplatine pour les Hodgkin ou bien pour les cancers ORL, les inhibiteurs de la tyrosine kinase et les inhibiteurs des facteurs de croissance et l'interféron qui vont aussi favoriser soit la thrombose aiguë, soit l'athérosclérose accélérée et la dysfonction endothéliale. Alors, il ne faut pas oublier le vasospasme, essentiellement sous 5-FU. Là, vous voyez le patient, le jeune qui a fait un estéplussement persistant. On a pris le cathéter guide, on a fait passer même le guide, mais après le résorbant et un petit repos, vous voyez la sténose qui s'est levée.
Là, il ne faut pas oublier au cours des séances de chimiothérapie anesthésiant persistant la composante vasospastique. Je passe rapidement sur l'immunothérapie. Elle n'a pas encore l'AMM en Tunisie, mais elle a beaucoup d'effets indésirables cardiaques, notamment la maladie, la myocardite, mais aussi la maladie coronaire par rupture de plaque athérosclérotique et vascularite coronaire. Je passe aussi rapidement sur les facteurs de risque et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaires, un bon profilage des patients. Là, ça a été bien démontré par professeur Fehri. Il faut agir sur les facteurs de risque cardiovasculaires, l'âge, l'hypertension artérielle, le diabète, la maladie rénale chronique et aussi le tabagisme et l'obésité, qui sont des facteurs aggravant l'évolution de la maladie coronaire chez les patients recevant un traitement oncologique. Et là, c'est les recommandations de 2021 de la prévention cardiovasculaire. Autant agir sur ces facteurs-là, c'est une recommandation de classe 1 chez les patients sous traitement oncologique. Alors, qu'en est-il du traitement du syndrome coronarien aigu? Est-ce qu'on va sortir de l'ordinaire ou on va se replier sur les recommandations des sociétés savantes? Là, ce qu'on a vu sur les grands registres, 6,5 millions de patients aux États-Unis. Vous voyez que c'est les barres en rose. Les patients qui ont un cancer actif ont été beaucoup plus managés de façon médicale. Là, sur une cohorte de 6,5 millions de patients. Et là, ça ne dépendait pas du type de cancer, autant pour les cancers du poumon, coliques essentiellement, mais aussi le cancer du sein, de la prostate et les autres types de cancers. Alors, avec cette hétérogénéité thérapeutique de prise en charge, on se pose la question, est-ce qu'il y a un surrisque hémorragique ou bien un surrisque ischémique? Et là, vous voyez les barres en orange, un surrisque de saignement chez les patients, quelle que soit la prise en charge, médicale ou bien interventionnelle, chez les patients qui ont un cancer actif, mais aussi un surrisque significatif d'événements ischémiques. Et ceci était beaucoup plus fréquent chez les patients qui avaient un cancer métastatique, tout type de cancer confondu. Il y avait beaucoup plus de surrisque hémorragique et un surrisque aussi d'événements ischémiques. Alors après, angioplastie coronaire aussi, vous voyez les barres en haut, c'est un surrisque hémorragique et ischémique chez les patients qui ont un cancer essentiellement métastatique. Et là, c'est un papier aussi publié dans le JACC. Et vous voyez les barres qui sont déviées sur le côté surrisque hémorragique et ischémique si on est à 1 an du diagnostic du cancer. Donc, des choses très importantes dans le pronostic du patient, c'est l'activité du cancer, l'évolutivité des cancers, mais aussi le stade métastatique ou non du cancer. Alors là, c'est toute la balance ischémique. On a vu un surrisque ischémique, mais aussi hémorragique. Il faut une prise en charge multidisciplinaire. Le cancer actif, c'est un facteur de risque majeur de saignement dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. À lui seul, ça fait classer le patient en haut risque hémorragique. Alors, si on va faire l'angioplastie, on se pose la question à instinct actif ou bien instinct tenu pour raccourcir la double anti-agrégation plaquettaire à 1 mois. Actuellement, avec les études nouvelles et moins nouvelles, et là, il y a une étude qui vient de paraître aussi pour encore renforcer le raccourcissement de la double anti-agrégation plaquettaire avec le stent à base de sirolumus à 1 mois. On a avant les stents BioFreedom, on a aussi avec le zotarolumus des études qui sont en faveur du raccourcissement de la double anti-agrégation plaquettaire à 1 mois chez les patients qui sont à haut risque hémorragique. Et donc là, oui, on implante des stents actifs avec un raccourcissement de la durée de la double anti-agrégation plaquettaire. À quelle base? Ça va être l'aspirine, le clopidogrel, si on a un patient à haut risque hémorragique pour essayer d'être au bon milieu entre risque hémorragique et ischémique. Sur cet algorithme-là, je vais finir parce que chez les patients oncologiques, certes, il y a une concertation multidisciplinaire entre oncologues et cardiologues. Il y a des situations d'urgence. Il faut toujours peser le pour et le contre, mais essayer de prendre en charge correctement le patient. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, même si on va arrêter la chimiothérapie ou bien le traitement cardiotoxique, il faut bien entendu un arrêt temporaire obligatoirement en matière de syndrome coronarien aigu 3 à 4 semaines. Et puis après, il faut discuter avec les oncologues par rapport aux thérapeutiques ultérieures. Est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on garde le même traitement? Qu'en est-il de la fraction d'éjection? Qu'en est-il de la revascularisation coronaire qu'on a faite? Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas pour la conclusion. Voilà, en conclusion, donc les patients oncologiques sont des patients à haut risque de par leur facteur de risque cardiovasculaire, mais leur cancer et les traitements qu'ils reçoivent de syndrome coronarien aigu, mais aussi sont à haut risque de saignement et à un risque d'ischémie associée.
Le syndrome coronarien aigu, ce n'est pas une contre-indication définitive au traitement en cours. Ça dépend du pronostic du patient et de la balance, mais obligatoirement, il faut un arrêt temporaire. C'est la phase aiguë du syndrome coronarien aigu. Il faut optimiser la prise en charge du patient et aussi la prise en charge médicale ultérieure en matière de traitement ischémique pour qu'il puisse compléter ses cures de traitement chimiothérapie. Et bien entendu, tout ceci en concertation entre cardiologues et oncologues. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Chez les patients suivis pour cancer, et c'est très intéressant, c'est un tour d'horizon et vous avez bien argumenté votre conduite thérapeutique. Ça mérite des tables rondes et des questions qui durent. C'est très intéressant, je pense. Donc, merci beaucoup. Et on va continuer avec les troubles de rythme qui peuvent survenir chez les patients cancéreux et sous chimiothérapie. Et c'est la fibrillation atriale qui va être présentée par notre ami le professeur Menel Ben Halima de l'hôpital Ahmed Nemi. Rapta, c'est ta sœur. La Rapta de Tunis. C'est sa sœur qui est cardiologue aussi. Alors, bonjour à tous. Merci au comité d'organisation et à professeur Ferry de m'avoir invité à cette session cardio-oncologie pour discuter d'une situation particulière, celle d'une fibrillation atriale apparue chez une patiente traitée pour cancer, et ceci à travers une vignette clinique d'une patiente âgée de 65 ans, hypertendue, obèse, qui a un carcinome canalaire invasif du sein gauche, testé triple positif avec des récepteurs à l'oestrogène, des récepteurs au progestérone, une surexpression au récepteur type HER2 et ont eu une mastectomie avec une atteinte ganglionnaire. Le plan de traitement a comporté une chimiothérapie à base de 5-fluorouracile, épirubicine, cyclophosphamide et docétaxel. Par ailleurs, cette patiente a été proposée pour une thérapie ciblée type anti-HER2 à base de trastuzumab, des séances de radiothérapie et de l'hormonothérapie. L'évaluation cardiologique avant traitement a comporté bien évidemment une échographie cardiaque qui a montré une fraction d'éjection conservée, un strain conservé. Pendant le traitement par chimiothérapie, la patiente a rapporté des palpitations, ce qui a motivé la réalisation d'un électrocardiogramme qui a montré une fibrillation atriale à 120 battements par minute. On a réalisé bien évidemment une échographie cardiaque qui n'a pas montré de modification particulièrement. Il n'y a pas eu d'aggravation ni de la fraction d'éjection, ni d'aggravation du strain longitudinal. Et là, il y a un certain nombre de questions qu'on va se poser. Tout d'abord, l'association EFA et cancer est-elle fréquente? Quels sont les mécanismes physiopathologiques qui expliqueraient cette association? Comment prendre en charge cette fibrillation atriale? Et est-ce qu'on est obligé d'arrêter le traitement anticancéreux? On va essayer de répondre au fur et à mesure à ces questions. Tout d'abord, la relation entre EFA et cancer est connue depuis maintenant un bon bout de temps. Et à côté des facteurs favorisants classiques, on retrouve le cancer, qui est quand même un facteur de risque de fibrillation atriale. Et là, comme vous voyez très bien sur cette publication, indépendamment de l'âge, indépendamment de l'ethnie, indépendamment du genre, de la présence ou non de facteurs de risque cardiovasculaire, eh ben, on trouve que le cancer est un facteur de risque indépendant de survenue de fibrillation atriale. Et là, ce tableau illustre bien cette évidence épidémiologique quant à l'association entre EFA et cancer sur plusieurs études portant sur différents types de cancers. Et ça, c'est un papier intéressant qui a porté sur des patientes atteintes de cancer du sein à un stade précoce. Et le graphique montre que ces patientes, même à un stade précoce de cancer, ont un risque plus important de développer de la fibrillation atriale. Il y a d'autres choses qui joueraient également un rôle par rapport à cette association. Est-ce que le type et la localisation du cancer
peuvent jouer un rôle, eh ben, ça reste quand même une question qui n'est pas encore résolue. Mais tout de même, il y a une publication qui date de 2019 et qui est intéressante et qui a conclu que certains cancers quand même, tels que le cancer du poumon, les cancers digestifs, les cancers urologiques et les cancers hématologiques, exposent le patient à un surrisque de développer une fibrillation atriale. Quels sont ces mécanismes physiopathologiques? Comme vous le savez très bien, la fibrillation atriale, c'est un problème multifactoriel et on retrouve les facteurs de risque communs comme l'âge et les comorbidités. Et là, je passe rapidement pour l'âge. On sait très bien que plus la personne vieillit, plus le risque de développer de la fibrillation augmente. Pareil pour les comorbidités, plus on a des comorbidités, plus le risque de fibrillation atriale est important, particulièrement pour ces deux facteurs de risque, comme c'est le cas de notre patiente qui est hypertendue et qui est obèse. À côté de ces facteurs de risque communs, il y a quand même une association indépendante cancer et FA, et on retrouve plusieurs facteurs incriminés, tels que les manifestations paranéoplasiques, l'inflammation, les désordres du système nerveux autonome, mais deux principaux facteurs, c'est la chirurgie, et particulièrement la chirurgie thoracique pour les cancers du poumon, où il y a énormément de FA, mais également, il y a aussi certaines molécules anticancéreuses qui sont incriminées dans la survenue de fibrillation atriale, et là, une mention particulière pour cette molécule, l'ibrutinib, qu'on utilise dans les hémopathies malignes B, où le risque d'incidence de fibrillation atriale est très important et ça dépasse les 10%, plusieurs mécanismes physiopathologiques et je vous épargne les détails. Donc, concernant les autres molécules anticancéreuses, là, c'est un petit peu plus obscur. Et là, c'est un article qui a été élaboré à partir de la base de pharmacovigilance mondiale qui montre les différentes molécules anticancéreuses qui peuvent induire une fibrillation atriale. Au premier plan, on trouve l'ibrutinib, mais également d'autres molécules anticancéreuses. Quels sont ces mécanismes en fait de cette chimiothérapie pour entraîner cette fibrillation atriale? On retrouve plusieurs facteurs. Essentiellement, c'est les anomalies de l'homéostasie calcique. Mais on trouve également la libération des cytokines pro-inflammatoires, un dommage myocardique direct, l'effet du vasospasme, l'effet de l'ischémie, les désordres hydroélectrolytiques. Donc, on retrouve de tout. Et là, vraiment, c'est plusieurs mécanismes physiopathologiques. Donc, ce tableau récapitule les différentes thérapies anticancéreuses incriminées dans la survenue de FA et on retrouve les molécules prescrites chez notre patiente, on retrouve les anthracyclines, on trouve les agents anti-alkylants, on trouve le traitement ciblé anti-HER2, on trouve le 5-fluorouracile et le docétaxel. Et bien sûr, l'immunothérapie et la radiothérapie peuvent exposer nos patients à un risque de fibrillation atriale. Dès lors qu'une fibrillation atriale apparaît chez un patient atteint de cancer sous chimiothérapie, la première chose à avoir à l'esprit, c'est de suspecter l'effet de cette molécule anticancéreuse, mais il y a toujours une difficulté d'imputabilité de cette molécule vu que généralement ce patient présente d'autres facteurs favorisant de survenue de fibrillation atriale. Finalement, oui, c'est une association multifactorielle, il y a la part de cancer, il y a la part des facteurs de risque communs, mais également ces molécules anticancéreuses. Là, on va passer au volet le plus important, comment prendre en charge cette fibrillation atriale. Et donc là, deux volets, l'anticoagulation et la stratégie rythmique. Concernant l'anticoagulation, vous le savez très bien que la décision d'anticoagulation dans la population générale dépend de l'évaluation du score de Chasles-Vasque, mais malheureusement, ce score de Chasles-Vasque, il ne tient pas en considération la présence de cancer et il n'a pas été validé chez les patients atteints de cancer. Mais toutefois, on l'utilise quand même dans notre pratique. Là, c'est un article très, très intéressant, en fait, qui a essayé d'évaluer la fiabilité du score de Chasles-Vasque dans la prédiction des accidents thromboemboliques. Et voici ce qui est intéressant. Pour les patients qui ont un risque faible d'accident thromboembolique, c'est-à-dire des scores de Chasles-Vasque à 0 et à 1, eh ben, le fait d'avoir un cancer fait exposer le patient à un surrisque d'accident thromboembolique. Et donc, finalement, ce qui va probablement nous inciter à anticoaguler ces patients-là, même avec des scores bas, mais ça reste quand même une question encore débattue. Qu'en est-il cancer et risque thromboembolique? Il n'y a pas d'évidence à un surrisque thromboembolique chez les patients en effet atteints de cancer, on le suspecte, mais quand même, il n'y a pas vraiment de preuves solides. Certains types de cancers font exposer nos patients à un surrisque, particulièrement le cancer du poumon, le cancer d'estomac, le cancer du pancréas.
Pour l'évaluation du risque hémorragique, on sait très bien qu'on utilise le score de Hasbled dans la population générale, mais pareil, ce score n'a pas été non plus validé chez les patients atteints de cancer, mais on sait pertinemment qu'il y a certains types de cancers, comme les cancers intracrâniens, qui exposent le patient à un surrisque hémorragique. Donc, finalement, en pratique, quand est-ce qu'on va anticoaguler? Là, sur un papier qui date de 2016, l'anticoagulation doit être considérée pour les patients qui ont un score de Chatzvaz supérieur strictement à 1, avec un taux de plaquettes au-delà de 50 000. Donc, finalement, cette prise en charge doit être individualisée. Elle doit se baser sur l'évaluation des scores Chatzvaz et Hasbled. Elle dépendra du type de cancer et de son risque thromboembolique et hémorragique, mais également de la molécule anticancéreuse prescrite et de son risque hémorragique et de son risque d'interaction avec les molécules cardiovasculaires. Ce qui va nous pousser pour anticoaguler, c'est un score supérieur ou égal à 2, c'est la présence des accidents thromboemboliques, des thrombis, et ce qui va s'opposer à cette anticoagulation, c'est les patients qui ont une thrombopénie, une coagulopathie ou des antécédents de saignement majeurs. Et donc là, c'est une fiche d'aide de prise en charge qui a été publiée en 2020, donc de façon conjointe entre la Société européenne de cardio-oncologie et américaine. Et c'est ça ce qui nous recommande d'anticoaguler les patients pour un score de Chatzvaz supérieur ou égal à 2, à condition qu'il n'y a pas un risque de saignement majeur. Donc pour notre patiente, oui, on va l'anticoaguler vu qu'elle a un score de Chatzvaz à 3. Et elle n'a pas de risque de saignement majeur, elle n'a pas d'antécédent de saignement et son taux de plaquettes, il dépasse les 50 000. Donc, quel anticoagulant? Vous savez très bien qu'on dispose des HBPM, des anticoagulants oraux directs, des antivitamines K. Il n'y a pas de supériorité ni d'infériorité d'une molécule par rapport à une autre. Il faut savoir que chaque molécule a ses propres avantages et ses inconvénients. Il n'y a aucune étude dédiée à la fibrillation atriale, donc on n'a pas vraiment de recommandations claires. Donc, c'est des consensus, c'est des papiers, c'est des aides de prise en charge. Donc, le choix doit dépendre de la molécule anticancéreuse, mais également de la durée du traitement. Pour les HBPM, on sait très bien qu'il n'y a pas d'interaction, mais ils sont inappropriés en cas de traitement anticancéreux au long cours. Pour les antivitamines K, ils sont recommandés, mais attention aux interactions qui sont très fréquentes. Et il y a toujours une difficulté de maintenir un INR dans cette fourchette cible et regardez, seulement 12% des patients sont dans leur fourchette cible d'INR. Pour les anticoagulants oraux directs, il n'y a pas d'études en fibrillation atriale et ils ne sont pas à privilégier en cas de cancer gastro-intestinaux. Donc, on peut utiliser les trois possibilités. Et donc, chez notre patiente, on peut utiliser les antivitamines K ou les anticoagulants directs. Et là, je passe au dernier volet, c'est la stratégie rythmique. Donc, il n'y a pas d'études dédiées à la fibrillation atriale. Donc, par analogie, on va contrôler la fréquence cardiaque vu qu'il n'y a pas d'avantage en termes de réduction de morbimortalité et le contrôle du rythme va être indiqué en cas d'instabilité hémodynamique ou en cas de symptômes réfractaires malgré la stratégie de ralentissement de fréquence cardiaque. La dernière question, est-ce qu'on doit arrêter le traitement anticancéreux? Eh bien, c'est non dans la majorité des cas. La prise en charge du cancer, elle doit se faire par le meilleur traitement en association avec la gestion de fibrillation atriale. Il faut éviter de perdre de chance de point de vue oncologique. Donc, mais certes, dans certaines situations qui sont rares, on est obligé d'arrêter temporairement les molécules anticancéreuses. Dernière plaque, c'est pour rappeler qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses entre la molécule anticancéreuse et les médicaments qu'on utilise en cardiologie, notamment les anticoagulants, les antiarythmiques, les bradycardisants. Et là, pour conclure, il y a vraiment des liens surprenants entre le cancer et le cœur. Il n'y a pas que la dysfonction ventriculaire gauche, il y a également les troubles du rythme, il y a les troubles conductifs, il n'y a pas vraiment de guidelines, il n'y a pas vraiment de recommandations. Attention aux interactions et ça nécessite obligatoirement une collaboration entre cardiologues et oncologues et une bonne expertise en cardio-oncologie, comme a très bien expliqué professeur Ferry, pour avoir une prise en charge individualisée. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo, Dr Benhalim, pour cette excellente présentation, très claire. Et vous avez bien souligné que cette situation est vraiment une situation très difficile, difficilement gérable au quotidien.
Et donc, dommage que la discussion, hein, j'imagine qu'il y a beaucoup de questions, mais on est très limité par le temps. Je vous remercie. Et on passe rapidement la parole à la dernière présentation, hein, qui va être présentée par Dr Benour. Donc, Dr Benour, c'est ça? je suis Emina Laswed, résidente, donc je remplace Dr Benour pour sa présentation. هذا حط مود ديالو. البريد شو قلنا دكتور بنور اوكي